celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans cet épisode 12, j'ai la joie d'accueillir Marie-Odile Riffard, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle est formée à de nombreux outils et présente sa pratique comme une approche intégrative et éclectique, en constante évolution. Elle est aussi une spécialiste reconnue des états élargis de conscience, autrice de plusieurs livres, notamment La vie après la mort, ouvrage de référence co-signé avec le docteur Olivier Chambon. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, mais aussi d'expériences de conscience dites extraordinaires, de psychologie transpersonnelle et surtout de son dernier livre paru en août 2023, Expérience de conscience élargie, qui comprend 9 témoignages. L'expérience humaine et les témoignages sont au centre de son livre et c'est ce qui m'a particulièrement plu et touchée en le lisant. Son livre est une invitation à changer de perception, à ouvrir les portes de l'infini multidimensionnel qui nous compose. Je vous souhaite une belle, peut-être mystérieuse pour certains et en tout cas profonde écoute de ce podcast lumineux. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Sylvie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Avec à plaisir. venir parler un petit peu de votre parcours, de votre histoire, mais aussi surtout de ce livre qu'on va tout à l'heure commenter Mm. ensemble. C'est un livre que j'ai découvert moi cette année, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, on se connaît depuis pas si longtemps que ça non plus, depuis quelques mois. Donc, l'idée, c'était de pouvoir échanger par rapport à votre pratique, à votre parcours et par rapport à des mots aussi qu'on va peut-être définir en début de ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez peut-être juste un petit peu vous présenter en quelques mots et Bien puis nous dire sûr. d'où vous venez? Voilà. Mm. Oui, donc je suis Marie-Odile Riffard. Je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je pratique les techniques de MDR. Je travaille aussi avec la régulation émotionnelle, qui est une façon de réguler ses émotions à travers les sensations du corps, de focaliser en fait l'attention sur ce qui se passe dans le corps au moment où on est perturbé émotionnellement, afin de laisser le corps libérer l'émotion qui se présente à l'instant. Voilà, bon, enfin, il y aurait toute une émission peut-être à faire un jour là-dessus. Et puis, eh ben voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Je suis maman de 4 enfants qui sont adultes, j'ai des petits-enfants aussi. J'ai été musicienne. Alors, je sais pas C'est si ça. voilà, si vous aviez un peu des questions sur un parcours. Mm. J'ai été musicienne depuis l'enfance. J'ai fait les conservatoires, etc. Et puis, dans ma trentaine, on va dire, j'ai fait beaucoup de chants lyriques pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, j'ai chanté en tant que soliste, avec des chœurs, voilà, en professionnel, mais en même temps, comme j'avais mes enfants, c'était un peu compliqué quand même d'aller plus loin au niveau carrière parce que c'est très prenant. Mais en tous les cas, le chant a été pour moi à la fois une grande découverte aussi au niveau du corps, du souffle, Bien sûr. de l'ancrage, de la possibilité de s'exprimer de façon forte. Oui. On m'entend. Ça Chant fait lyrique. penser le titre de votre livre, Écoutez-moi. Alors là, c'était Entendez-moi. Et moi qui étais extrêmement timide, enfant, Mm. extrêmement timide, réservée, j'avais énormément de mal à même m'exprimer devant un groupe. Enfin bon, c'était comme ça que j'étais enfant et le chant m'a vraiment ouverte à pouvoir m'exprimer de façon presque, j'allais dire presque démesurée, parce que le chant Mm. lyrique, on apprend à chanter avec tous les résonateurs Mm.
pour pouvoir justement être entendu par une grande salle, et alors qu'il y a un orchestre derrière, Mm. et il n'y a pas de micro, quoi. Hein, donc il y a Exactement. tous ces aspects-là qui m'ont énormément apporté, Mm. mais pas juste musicalement. Euh, Il y a le côté de l'expression corporelle presque théâtrale aussi. Mm. Voilà, exactement, théâtral. Et puis, l'histoire vraiment de la résonance du corps, de ce qui se passe. C'est presque jouissif, hein, de chanter comme ça, et en plus devant des gens. Donc, il y avait presque un moment, un switch, un basculement quand j'étais sur scène où au début Mm. j'avais vachement le trac. Et puis, bam, ça s'ouvrait. Et là, il y avait la possibilité d'une expression. Voilà, comme Mm. on est à poil, quoi, hein, devant Ouais, tout c'est le ça. monde, on y va, quoi, on chante. Et, et ce qui était magnifique, c'était quand j'avais des retours où les gens avaient été touchés au cœur. Mm. C'était pas juste, ah, c'était beau, etc., mais que ça les avait fait Quelque chose s'était vibrer, quoi. passé. Voilà, Mm. voilà. Dans la Et rencontre. voilà, puis j'ai appris en même temps justement à écouter. Quand on est musicien, on n'est pas juste en train de s'exprimer, Mm. mais quand on va jouer ensemble ou quand on va chanter ensemble, j'ai aussi chanté dans des chœurs. C'est toute une école aussi de l'écoute, Bien sûr. euh, afin de se mettre en... Enfin, je sais pas, je fais ça, c'est vrai que les oreilles, bon, c'est comme si elles allaient capter ce qui se passe autour, et Mm. puis cette Diapason. Mm. possibilité, ouais, voilà, d'écouter, puis de s'ajuster, Ouais. de trouver Juste. l'ajustement, voilà, Mm. et contrôler techniquement aussi pour pouvoir pas chanter trop fort, pas... Mm. Et c'est vraiment une école de l'écoute aussi. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'après un certain temps, bon bref, je pense que j'avais un petit peu un gros défaut, c'est que c'était jamais parfait. Mm. C'était jamais assez parfait. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai vraiment, j'en ai eu marre. En Mm. gros, je me suis dit, bon, j'arrête, je suis trop frustrée, quoi. C'est Mm. jamais ce que j'entends dans mes oreilles. J'arrive pas à refaire, alors qu'en fait, c'était déjà très bien. Enfin, moi, si Ouais. maintenant je réécoute un peu des choses, c'est vrai, mais à ce moment-là, c'était ça. Mhm. Donc j'ai Il y a un arrêté. passage de. Mm. Ouais, vraiment de doute et puis de Mm. remise en question. Et puis bon, je pense que c'était peut-être aussi un cycle qui Mm. pouvait se refermer. Ouais, bien sûr. Ça n'empêche pas de chanter Mm. comme quand on veut ou à la Bien maison, sûr. etc., hein, parce que moi j'adore aussi chanter même en Mm. variété, hein, c'est Mm. pas juste le chant lyrique. Mm. Et du coup, bon, mes enfants grandissant, etc., je me suis dit, bah, je vais faire quoi maintenant? Mm. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Mm. Et donc, j'avais beaucoup de lectures parallèlement, puis depuis très jeune, hein, Mm. autour c'était plus ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, Mhm. qui pour moi, c'était ça la psychologie, quoi. Oui. Je voulais comprendre comment les gens se débrouillaient dans la vie. Mm. C'était ça, mais depuis très jeune, en fait. Je D'accord. me rappelle avoir pensé ça. Je me disais, mais comment font les gens pour se débrouiller avec cette vie? C'est pas Mm. si évident. Et je me disais, c'est intéressant aussi parce que je me disais, ah, peut-être plus tard, j'aimerais faire un métier où je vais demander aux gens comment ils se débrouillent dans la vie. Et je me disais, mais ça n'existe pas. Donc, Ce que vous vous bon, voilà. disiez enfant. Ok, donc Oui, enfin, je me c'était disais ça. vraiment. Ouais, Ouais, c'est c'était drôle, déjà hein. là. C'était Et déjà là. voilà, j'étais curieuse et je le suis toujours d'ailleurs, Mm. pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais Mm. curieuse, vraiment intéressée par Mm. comment les autres, le parcours quoi qu'ils ont dans C'est leur vie, comment ils font, c'est ce qui ressort comment ils... de votre livre à un moment donné. Moi, je trouve que vous êtes psychologue qui parle d'émerveillement, qui parle de. Oui, À un c'est moment ça. donné, on viendra au livre après aussi de miracles. Et Oui. bon, bien évidemment, ça existe, mais je trouve que c'est quand même pas la majorité des psys qui ont effectivement ces Mm, mots mm, mm, dans les échanges. Et vous dites même à la fin du livre, le fait de recevoir une personne qui vient consulter à mon cabinet me fait souvent ressentir un grand honneur, même si c'est quelqu'un de complètement embrouillé, tout noué. Je me dis, waouh, quelle mm. complexité chez l'humain. Et Ouais, c'est ça. effectivement, c'est ce que vous dites. Donc il y avait très Ouais, tôt cette envie d'aller de comprendre et puis de se dire ouais, voilà ouais. comment il se débrouille et qu'est-ce que c'est un C'est humain ça, finalement. c'est ça. Ouais. Et puis après, justement, je me suis dit, mais il y a des gens qui ont étudié ça.
qui Mm. se sont intéressés au comportement humain, au psychisme. Mm. Mais j'étais totalement novice en fait, hein. Et donc j'ai cherché un peu qu'est-ce que je pouvais, comment je pouvais m'intéresser à ça, mais de quelle façon. Et puis je sais plus comment je suis tombée sur les études de psychologie à distance parce D'accord. que je ne me voyais pas retourner à la fac. Mm. J'avais peut-être 30, 35, 36, peut-être un peu Mm. plus. Donc, et donc, en fait, il y a une faculté Paris 8, Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis, Ok. qui propose Intéressant. un cursus comme ça à Mm. distance, en psychologie. Je crois qu'il y en a une autre fac, hein, à Nantes, il me semble. Mm. Mais c'est bon, voilà. Donc, bah, je me suis inscrite Mm. et je me suis dit, on verra bien. Je vais recevoir les cours et tout. J'avais le temps. Mon Mm. dernier fils était au lycée, donc j'avais le temps pour moi. Je travaillais pas à ce Ok. moment-là. J'étais musicienne, je travaillais en tant que musicienne, Ouais. mais je travaillais pas Vous aviez vraiment. du temps. Vous voyez, Mm. ouais, j'avais du temps. Donc, je me suis mis à étudier la psycho. Alors, la première année, j'ai été très, très étonnée parce que c'était pas du tout ce que j'attendais. C'était des cours très. Bon, il y a plein de choses différentes, hein, mais on parlait pas d'émotion. Mm. On parlait pas d'émotion. Mm. C'était étonnant. Je crois que le mot émotion, je l'ai très peu entendu dans mes études de Mm. psycho, On qui est très restait, on binaire. restait vraiment. Ouais. Psychisme, beaucoup orienté neurosciences aussi, Mm. parce que l'université Paris 8 n'est pas vraiment psychanalytique. En France, on a beaucoup d'universités psycho qui Mm. sont orientées psychanalyse, ce qui est un peu une exception d'ailleurs mondiale, Tout parce à que fait. à part en Argentine, où la psychanalyse est aussi importante, c'est un peu dépassé maintenant C'est ça. cette Mm. On est perception des... encore très. Ouais. Voilà, ouais. Donc, tant mieux, parce que moi, c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus. Mm. Et neurosciences, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça Mm. génial de comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est un monde incroyable, quoi. Bien sûr. Et donc il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais en même temps, il y avait tout un jargon, il y a vraiment, la première année, c'était vraiment du chinois, quoi. Ok. Et puis, bah, je me suis accrochée parce que Mhm. j'avais envie j'étais motivée, et en fait, les premiers examens, j'étais très, très stressée, et je suis allée à Paris, donc, là. Et en fait, les résultats étaient super bons. Donc, ça m'a encouragée à continuer. Et c'est vrai que c'est des études pas simples parce qu'il faut vraiment avoir des bonnes moyennes et tout pour pouvoir passer. Tout ça revenait dans un truc très presque scolaire, quoi, hein. Mhm. Faut avoir telle moyenne à tel Mm. endroit et tout ça. Et donc, bon, bah, petit à petit, j'ai mis quand même 6 ans parce que je voulais vraiment pouvoir rendre à chaque fois un mémoire de master, par exemple, le plus achevé possible. J'ai peut-être un peu ce truc du perfection qui revenait. Et puis faire des stages intéressants, etc. Donc, parce qu'on fait des stages au bout d'un moment dans des structures un peu différentes et tout. Ouais. Voilà, donc j'ai fait un stage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué en maternité. Mm. Alors, je faisais à la fois maternité et oncologie, donc c'était vraiment le début D'accord. de la vie et la fin de la Et vie, la fin, ouais. qui sont les thématiques qui me passionnent le plus. Alors ça, c'est quand même... On va y venir après. Ouais. Ouais. Et voilà. Et donc, bon, bah, voilà, j'ai donc eu mon diplôme en 2014 et je me suis tout de suite installée en tant que psychologue en libéral. D'accord. J'estimais que j'avais assez de capacité Mm. de recevoir l'autre sans forcément être trop jeune non plus, parce Mhm. que c'est pas évident forcément de Mm. s'installer tout de suite en libéral. Mm. Je me suis formée, voilà, EMDR, etc. Mm. Ok. Donc Voilà le plein cursus. d'outils après qui utilisent aussi bah, l'émotionnel. D'aller creuser Voilà, aussi ouais, tout ce à fait. côté-là, bien évidemment. Ok. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Et bah, donc on va continuer en parlant un petit peu de ce livre donc qui date de l'année dernière, hein, c'est ça? Il est sorti en Oui, 2023. il est sorti en août, ouais, 2023. 2023, donc il a à peu près un an et Mm, donc vous dites ce qui m'intéresse, c'était d'écrire un livre qui soit abordable par tout le monde mm, et qui parle de ce que les gens ont vraiment vécu, l'expérience. Et je trouve, j'ai aimé cette phrase parce qu'en fait, à quelque part, l'expérience humaine est vraiment mise au centre mm, de tout oui, votre livre, hein. On est au début, et on va passer un petit peu par là aussi, on va expliquer quelques concepts, etc., et parler un peu du scientifique, mais ensuite, ce livre, ce qui est vraiment, enfin, sa force, je trouve, c'est justement, c'est le témoignage humain. Donc, il y a 9
personnes qui témoignent et qui parlent de ce que c'est pour eux, de ce qu'a été pour eux la connexion à une conscience plus grande, à quelque chose qui effectivement dépasse le petit moi. Le début de votre livre démarre par une petite explication assez intéressante, je trouve, où vous parlez du moi qui évolue dans la réalité, le moi qui vit des expériences, le moi qui s'habitue à sa propre réalité, qui pense aussi qu'elle est partagée de façon identique par tous les autres petits moi autour de moi, en fait. Et vous dites que nous sommes des êtres de perception, des êtres d'attention, des êtres de réflexion, des êtres d'émotion. Nous sommes des êtres de vibration. Donc là, on revient aussi sur sur la musique, sur des êtres d'information, des êtres d'énergie. Qui perçoit tout cela, moi? Mais qui est ce moi qui perçoit ceci? Donc, parce que si on retire tout ça, alors moi, je donne souvent aussi la métaphore de l'oignon. Si on enlève toutes ces couches du moi, est-ce qu'on cesse d'exister? Ben non, quelque chose de nous existe au-delà du corps, au-delà de l'esprit, des perceptions, au-delà des perceptions et de nos histoires. Quelque chose de nous regarde et semble agir. Donc, qui décide, qui choisit, qui perçoit? Nous sommes un être, nous sommes un état d'être, une présence, une conscience qui prend conscience d'une réalité. Alors, ben, on va rentrer dans le cœur du sujet aussi de votre livre. Déjà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a animé et pourquoi justement vous avez choisi le témoignage. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup ces échanges entre les gens parce que je trouve qu'il y a vraiment aussi vraiment une richesse dans chaque regard porté sur la vie, et que tout ça, quelque part, ça permet voilà, d'élargir les choses. Et vous, qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre de cette façon-là? La forme des témoignages, elle s'est presque imposée dès le début. En fait, c'était un livre sur les états de conscience élargie. Mais pour en parler, je pense que le plus intéressant, c'est d'aller écouter les gens qui les ont vécus réellement, donc qui ont expérimenté. C'est sûr que pour connaître quelque chose, si on l'a jamais expérimenté, on en aura toujours une représentation. On peut lire énormément de choses, mais en même temps, ne l'avoir jamais vécu ne nous donnera jamais, c'est vrai, la vraie perception de ce que c'est. Alors peut-être passer par quelqu'un qui l'a vécu, ça amène quand même des informations, j'allais dire presque en direct, quoi. On a quand même un- on a quand même un filtre, puisque la personne, elle vit son expérience de toute façon à partir de sa propre fenêtre, quoi, hein. Forcément, elle est teintée de sa structure à elle, de sa façon d'être. Mais voilà, en fait, pour moi, il y a une grande force dans les témoignages, surtout quand les témoignages de plus sont multiples et se recoupent les uns les autres. Converge. Hein, voilà, convergent, tout à fait. Donc voilà, et, donc c'était mon intention. Puis dans mon réseau un peu de personnes, je connaissais quand même pas mal de gens qui avaient vécu des expériences de conscience élargie. J'ai pas dû chercher très loin à part une personne, parce qu'à un moment, j'avais envie je me suis dit que ce serait super d'avoir le témoignage de quelqu'un qui vit des expériences de grâce spontanée. Enfin, c'est comme ça que je les ai appelées. C'est-à-dire d'ouverture, sans forcément qu'il y ait un médiateur, que ce soit une situation extrême ou une substance ou Ouais, c'est ça. une technique. On va Voilà, ouais. parler de ça tout à l'heure. Ouais, Voilà, tout à ouais, fait. voilà. Et donc lui, bah, je l'ai rencontré, mais par synchronicité. Donc Mm. il est arrivé juste au bon moment. Au bon moment. Voilà. Dans le livre également, donc on parle d'expérience de mort imminente, on parle de quelqu'un, donc j'ai plus tous les noms en tête, mais il y a Antoine Oui, Rieu qui parle de chamanisme, Stéphane Schillinger qui Arnaud parle Rioux, ouais, oui, Arnaud, voilà. pardon. Stéphane Schillinger qui parle des expériences psychédéliques, on parle de médiumnité, on parle d'hypnose régressive. Euh, et Mark Burn également. Alors moi, j'avais lu son livre il y a très longtemps. Je l'avais croisé un jour également. Il avait donné une conférence à Nouméa quand j'avais été encore en Nouvelle-Calédonie.
Et donc, dans son chapitre à lui, donc, lorsqu'il parle de ses sorties hors du corps, qu'il fait donc, depuis qu'il est tout enfant, hein, enfin, il y a vraiment une mémoire qui est là aussi, qui est impressionnante de sa part, je le trouve. Il parle quand même de la difficulté aussi à parler de ses expériences avec le commun des mortels. Enfin, bon, je sais Mm. pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, que Oui. c'est que effectivement, et lui aussi, il semble dire que passer par l'expérience euh, et passer par le témoignage, c'est important. D'ailleurs, il semble dire même que pour lui, il n'y a pas vraiment de bonnes études qui ont été faites sur ce sujet-là. Comment vous entendez Mm. ça et comment vous expliquez ça, vous également? Ouais. Bah, les Mm, sorties hors du corps, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît et- super étonnant, quoi. Si mm, on n'a jamais imaginé qu'en fait, c'est bizarre. Si on s'est jamais dit, bah, mon corps, ce serait juste un véhicule mm, et il est animé par ma conscience, hein, qui est quelque chose de complètement impalpable. mm, Et c'est possible, en fait, que cette conscience quitte ce corps physique, mm, puisse même le voir, mm, allongé sur le lit, par mm, exemple, mm. et aller voyager. En fait, d'ailleurs, Mark Coburn, il parle de voyageurs. C'est Hein, ça. les gens qui font des sorties hors Mm, du corps, il les appelle les voyageurs. mm, Et c'est vrai qu'en fait, lui, il vit ça depuis toujours, donc c'est naturel quelque part. mm, Il le contrôlait pas vraiment au début, puis mm. maintenant, Encore avec plus. tellement d'expériences, tellement de milliers de sorties, parce qu'il en fait très, très, Mm, très régulièrement, euh, il a commencé à pouvoir un peu maîtriser le truc. mm. Et en effet, oui, c'est vrai que il a décidé d'en parler, mais très tardivement. Très tardivement, oui. Il a Une vie vécu. professionnelle Ah avec voilà, non, il n'en une parlait vie jamais. très... C'était Mm, inentendable de toute mm, façon. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose fait que les gens sont plus prêts mm. à s'ouvrir à ce genre de choses, Oui. et, sans tout de suite dénigrer ou se moquer ou Mm, essayer d'expliquer avec des soi-disant fonctionnements neuronaux qui vont tout mm. expliquer. Oui. Et donc, D'ailleurs, voilà. Mm. dans la préface votre préface du livre qui a été faite par Olivier Chambon, donc il précise que toutes les personnes qui témoignent sont saines d'esprit. Et Ouais, donc il y a aussi bien évidemment cette peur aussi souvent bien sûr. encore qui est Oui. là de se Mhm. dire ben voilà euh, voilà je vis des choses différentes des autres et ça peut c'est la raison pour laquelle aussi souvent moi je crois que pas mal de gens mis à part peut-être Arnaud Rioux qui a démarré assez tôt parce Mm. qu'il a eu assez tôt je crois cet attrait il est parti je crois assez tôt Mm. en Inde ou Mm. plus Mm. pour démarrer son chemin spirituel, mais pas mal de gens, que ce soit les gens qui ont vécu des EMI ou mettent du temps finalement à pouvoir parler de tout ça parce qu'on est dans quelque chose voilà, de pas encore Mm. très habituel. Ah Et donc oui. j'ai envie de finalement, on va revenir, parce que c'est vrai qu'on est parti bien en tête dans tout ça, si on revient un tout petit peu à votre parcours, parce que du coup, bah, vous êtes psychologue clinicienne, mais aujourd'hui, vous pratiquez aussi ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Mhm. Est-ce qu'on peut peut-être en parler un petit peu et puis dire, ouais. Mhm. Alors oui, la psychologie transpersonnelle, c'est une approche qui considère qu'en fait, on est un être humain, bien sûr, qui a un corps physique, qui a un psychisme, donc toute la part émotionnelle et mentale, intellectuelle, mais qui est encore bien plus que ça Mhm. et qui va prendre l'être humain dans sa globalité, et donc qui va pouvoir aussi prendre en compte toutes ces parts de soi qui dépassent le petit moi, hein, Mhm. donc au-delà du personnel, transpersonnel. Et du coup, on va s'intéresser à ce que ça peut aider aussi chez quelqu'un à conscientiser de lui. On va utiliser parfois, pas toujours, mais justement des possibilités d'entrer dans des états élargis de conscience Mhm. pour aller travailler des choses qui sont parfois de l'ordre de très profondes de l'inconscient Mhm. ou des traumatismes ou Mhm. des compréhensions alors qui vont au-delà peut-être de cette simple expérience Mhm. de vie. Mhm. Alors là, il faut garder son esprit ouvert pour pouvoir se Bien dire, sûr. ah, on a peut-être vécu d'autres choses ailleurs, autrement, dans d'autres espaces-temps, Avant. Mhm. qui ont un impact sur qui nous sommes aujourd'hui.
et que ça peut parfois expliquer des choses. C'est ce qu'on retrouve notamment aussi dans l'hypnose de régression. Tout à fait. Voilà. Ouais. Les témoignages, Voilà, et donc c'est une approche qui commence un peu avec le grand psychiatre Carl Gustav Jung, oui. voilà, qui est un disciple de Freud, mais qui a complètement évolué et qui a ouvert à plein de notions extrêmement intéressantes, comme tout ce qui est archétypal, Mm, symbolique, et puis l'inconscient collectif, en c'est fait, la ça. notion collective, C'est lui qui a développé ça. et qui a lui-même eu des expériences, j'en suis sûre, de sortir du corps, Tout à etc. fait. Après, c'est Quand on quelqu'un. voit ces mandalas et puis toute sa période sur Exactement. 10 années, oui, on peut Euh, imaginer que, ouais. oui, et puis il le décrit, hein, d'ailleurs, Oui, oui, bien sûr. dans son livre autobiographique. Oui, une vie, oui. Et donc, voilà, cette personne-là. Et puis après, il y a eu plein d'autres gens, hein, qui ont commencé à ouvrir, et notamment un psychiatre qui s'appelle Stanislav Grof, qui a travaillé dans les années 50-60 avec le LSD à l'époque, qui s'était autorisé, et puis qui, quand ça a été interdit, a mis au point une technique de respiration qui s'appelle la respiration holotropique, Mm, qui aujourd'hui commence un peu à être assez partagée. Enfin, on peut trouver des stages facilement. mhm. Je le dis parce que si j'avais un peu plus ouvert, j'aurais rajouté peut-être un témoignage de respiration holotropique pour D'accord. comprendre que la respiration holotropique, c'est une façon aussi d'entrer en état de conscience élargi Mm, sans prendre quelque chose d'illicite ou voilà, ou assez facilement. Donc, il y a des stages qui existent. mhm. Et donc, voilà, Groff, en fait, a ouvert beaucoup. Il a beaucoup. Il est encore vivant, hein. C'est quelqu'un Oui. qui a énormément apporté au niveau justement du transpersonnel, au-delà Mhm. du personnel, mais en tant que psychiatre. Donc, c'est ça Oui. qui est intéressant, c'est que Il y ça a, fait un pont. il y Voilà. a un livre, alors je me souviens plus du titre, mais que je mets dans ma bibliographie du mien qui m'avait beaucoup interpellée. Le Groff, Oui, ouais. Quand l'impossible arrive, non, voilà, quand l'impossible arrive. Ouais, ouais, c'est super intéressant, hein, où bah, bien vraiment sûr. il revient sur voilà, toutes ces découvertes et c'est pareil, ses expériences, où il partage Et, vraiment ses expériences à chaque fois. Ouais, très et intéressant. puis, il a beaucoup écrit sur ses propres expériences avec le LSD, la Oui, kétamine. Donc, c'est passionnant, hein. tout à fait. Voilà, donc le transpersonnel, pour moi, ça fait partie un peu de ma signature, j'allais dire, Mm, de thérapeute. c'est ça. Je l'utilise pas, j'utilise pas forcément toutes ces notions Mm, avec des personnes avec lesquelles je sens que ça va pas passer. bien sûr. Pas grave, hein, Oui, bien sûr. on en est là où on en est. Et puis des fois, c'est pas nécessaire non plus. Mais c'est quand même souvent que ça commence Mm, à devenir intéressant quand, par exemple, il y a des deuils mm, difficiles ou des angoisses de mort profondes, etc. Des addictions qui souvent sont quand même le reflet d'une grande soif de quelque chose qu'on ne trouve pas, une sorte de manque, de vide mm. abyssal. Et en fait, c'est une recherche spirituelle pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, Oui, bien sûr. de remplir quelque chose qui est impossible à remplir, quoi. Mm, Et en mm. fait, on est en train de chercher quelque chose qui nous manque, mais c'est notre soi, c'est notre part qui semble séparée de nous. Ils semblent séparés. Ouais, Ouais. Mm. ouais, ok. Il y a je sais qu'on on en avait déjà parlé ensemble et bon, j'aimerais bien aussi qu'on revienne. Alors, c'est un terme que j'avais entendu, qu'on avait partagé ensemble, le terme de contournement spirituel. Où est la Mm. limite entre le moment où, du coup, on va rester plus dans le psychologique, et le moment où, j'ai envie de dire, on peut Mm. lâcher on peut Mm. lâcher le truc et vraiment passer Ok. à cet accompagnement avec cette dimension, j'ai envie de dire, plus grande, qui Ouais. pour moi est évidente aussi, mais qui est où on est parfois dans ces moments de flottement, Mm. on va à nouveau être Mm. happé par le petit moi, par l'histoire, par le personnage qu'on joue Mm. sur la scène de théâtre, parfois depuis des années, hein, Mhm. Mhm. nos blessures, nos traumas, et à quel moment pour vous on peut passer à cette autre dimension-là? Et Mm. est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Voilà, Ouais. comment? Eh ben, en fait, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a toujours un peu comme, c'est comme
comme des allers-retours tout le temps. Mhm. C'est jamais une Mhm. fuite d'aller vers le spirituel et puis on reste Mhm. là et puis où on va tout expliquer à travers ça aussi, Bien. etc. Parce que après, ça amène vers des notions, des concepts souvent déformés, Mhm. qui peuvent même amener des fois beaucoup plus de confusion qu'autre chose. C'est ça. Et donc, en fait, c'est d'y aller doucement, d'ouvrir, d'essayer de sentir des choses, de vraiment faire sa propre exploration et de ramener de l'information, justement, bon, bah, dans ces états élargis, j'explique aussi dans le livre, je crois, Mhm. on a moins de mental ou on n'a plus de mental. Le mental est en veille, ce que j'appelle le Mhm. mental, hein, c'est Mhm. notre façon de concevoir, d'intellectualiser, la logique, Mhm. etc. Et qui est très important dans notre façon d'être, voilà, là où on est Incarné. maintenant, mais qui en même temps Mhm. va voiler Réductrice. Mhm. cet accès. Et quand on dépasse ou qu'on met en veille ce mental, ben, on va accéder effectivement à des états de conscience, des champs de conscience Mhm. plus grands que Mhm. celui qu'on génère, enfin qu'on est habituellement, et donc avoir plus d'informations. Et c'est vrai que ces informations, on va apprendre à les ramener Mhm. ici et maintenant pour pouvoir euh, les utiliser dans le sens beau du terme, hein, pas, Mhm. mais de les Mhm. intégrer dans notre façon d'être et transforme, ça se transforme tout seul du coup. Mhm. Euh, donc en fait, c'est toujours ça ce que je sens moi, c'est des Ouais. allers-retours, c'est qu'on y va, on revient Mhm. et on ancre, Mhm. ou Et on alors, amène ça voilà, dans ouais. du vécu, dans du réel, enfin le réel tel qu'il est là, quoi. C'est intéressant parce que vous le dites, ça s'intègre tout seul. Et pourtant, alors moi, quand je reviens un petit peu sur mon chemin, et je crois que la personne qui parle dans votre livre de la TSH avec le protocole du docteur Charbonnier dit qu'à un moment Je donné, sais pas si c'était TSH, euh, transcommunication, TCH, pardon. TCH, ouais. TCH, pardon. Oui, Oui. la TSH, on est sur un marqueur. Ouais. Et elle dit à un moment donné que quand elle revient de ce protocole et qu'elle a vécu cette ouverture de conscience, c'est difficile de revenir dans le quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand je démarre, moi, en 2012, mes formations en hypnose et que je commence à travailler sur, voilà, m'ouvrir à plein d'autres choses et à me reconnecter du coup aussi, parce qu'on était dissocié une bonne partie de ma vie et à ouvrir un peu les vannes, je reviens et je me souviens que ça a été très difficile parce que du coup, bah, on touche à quelque part à ce qu'on est véritablement de revenir dans l'incarnation, avec le mari, les enfants. Ça peut être. Moi, je sais que j'avais lu à l'époque le livre de Jack Cornfield qui s'appelle Mhm. Après l'extase, la La lessive, lessive, ouais. qui m'avait éclairé aussi qui m'avait permis de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous, à votre avis, comment on peut continuer à intégrer ça et puis à faire en sorte que bah, ça devienne, je comprends tout à fait ces allers-retours, mais que ça devienne voilà, plus facile et moins, on va dire, voilà, brutal avec ces ouvertures de Mhm. conscience et après ces moments où on revient dans la réalité telle qu'on la vit Mhm, mhm. dans Mais nos oui, c'est ça incarnations. la grande difficulté, Mm, c'est-à-dire qu'on va toucher des choses qui sont tellement larges, expansées, mm, belles aussi, oui. pas toujours faciles d'ailleurs. Mm, Mais c'est comme s'il y avait, vous savez, les gens qui font des EMI, quand ils reviennent à un moment, ils reviennent, ou mm, même des fois des expériences de sortir du corps où ils reviennent encore. C'est un peu comme si ils se disent, mais j'avais entendu l'expression qui disait, c'est comme si on voulait faire rentrer une immense baleine dans une boîte de sardines. ah oui, ouais. Et on a souvent cette image aussi de la combinaison de plongée très Ouais. serrée, toute froide et tout. Mm, Donc, revenir dans un corps avec une expérience matérielle, mm, physique, avec des sensations pas toujours agréables et tout, alors qu'on a pu être dans des états, et puis des compréhensions mm, où ça respire, où enfin, mm. waouh, c'est expansé, c'est vraiment cette idée de recontracter pour Ouais. revenir dans l'expérience humaine. Alors, c'est vrai que les gens qui ont vraiment vécu, par exemple, des EMI, Mm, l'expérience élargie par mm. excellence, quoi, Oui. et puis qui doivent revenir, comme vous disiez, pour vous, dans leur histoire, Mm, c'est peut-être comprendre justement qu'on est une histoire.
Mm. une histoire qui se raconte Mm. et qui semble nous enfermer, Mm. parce que en réalité, cette histoire, plus on va ouvrir son esprit et sa compréhension un peu plus de qui on est, on va se rendre compte qu'on a aussi un impact sur Mm. l'histoire qu'on vit. On la subit pas, en fait. Et que petit à petit, on va peut-être pouvoir commencer à voir comment on peut faire bouger cette histoire, comment on peut la remodeler, comment on peut l'expérimenter de façon un peu différente au fur et à mesure, et pas forcément rester coincé dedans en s'identifiant totalement à notre histoire. Sors de Et la position de victime, en fait. voilà, par exemple. Mm. Hein. Mais c'est sûr que les très grandes expériences ça demande du temps pour pouvoir déjà intégrer, et l'intégration, c'est un grand sujet. Yes. Par exemple, des expériences psychédéliques, on va en Mm. parler aussi peut-être, je sais pas, Ouais. et peuvent amener les gens, pas toujours, mais parfois, et quand même assez souvent, même à des contacts ou à des façons de percevoir qui vont jusqu'à l'expérience mystique. Mm. Et quand on revient là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm. Des fois, c'est juste incompatible quoi, Mm. avec qui on est dans On notre vie vit au quotidienne. quotidien et ouais, on Complètement. expérimente. Et ça peut créer d'ailleurs une effraction. Mm. Et des gens qui viennent, moi j'ai des personnes qui viennent me voir avec des histoires comme ça où ils ont expérimenté de façon un peu sauvage Mm. et qui du coup se sont retrouvés dans des expériences intenses et dont ils n'ont pas su quoi faire Mm. et qui sont un peu Exactement. traumatisantes même C'est des la fois. raison pour laquelle on met toujours en garde aussi quand on parle de ça. Voilà, parce que si Mm. éventuellement, là où c'est autorisé, Mm. etc., si un jour il y a une expérience comme ça, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle Accompagné, soit encadré. Mm. sécure, voilà, Mm. à tout niveau. Et à ce moment-là, pourquoi pas expanser Mm. et puis ensuite en parler, ensuite essayer de donner du sens ou essayer de commencer à exprimer les peurs peut-être qui vont pu arriver, etc. Parce que Mm. on est peut-être dans une expérience réduite de conscience, mais en même temps, il y a un côté très rassurant de s'identifier à qui on est Mm. et, euh, et de sembler, vous voyez, ce petit truc séparé qui, s'il commence à s'expanser, l'identité, elle devient quoi? Mm. Et c'est ça la grande difficulté, c'est une forme de ce qu'on appelle une forme de perte de l'ego ou Mhm. de l'identité, je dirais, plus que de l'ego, Mm. et qui fait qu'on ne sait plus trop qui on est, Mm. qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que c'est Et ça, pas, etc. Et ça donc peut ça être peut être flippant, ça peut être très flippant. Mm. flippant Mm. et parfois, au contraire, quand on a ramené un petit peu tout ça et qu'on a commencé à intégrer, c'est là où on va ouvrir en se disant, C'est ça. ah, ok, il n'y a peut-être pas que cette Mm. réalité-là, et il y a plein d'espaces-temps ou de bulles de réalité qui peuvent exister ou de plans d'existence. Après, on va se le représenter comme on peut. Mm. Exactement. Parce que ça passe par notre mental et que C'est notre ça. mental, il a besoin de modéliser, quoi. Il y a Voilà. besoin de Et modéliser, il y a besoin de mettre du sens, de trouver du ouais, sens aussi à la ce qui vit, forme. etc. La forme, la personne là qui témoigne dans votre livre aussi, qui parle d'hypnose régressive. Mm. Trouvais ça intéressant aussi parce qu'à quelque part, elle part de... Donc, elle est assez jeune quand elle a cette séance-là et ensuite, je crois elle est en train de passer des examens, était assez, et donc elle va voir sa prof de yoga qui visiblement pratiquait aussi l'hypnose et qui lui permet à un moment donné d'avoir ce premier voyage, qui lui propose de faire cette hypnose et donc elle y va. Mm. Et qui explique qu'à un moment donné, elle avait le point de départ, c'était une grande colère qu'elle avait par Oui. rapport à quelqu'un de son entourage. Et en fait, elle prend conscience que dans sa séance, en fait, elle sait, alors elle ne se voyait pas elle, mais ce qu'elle voyait dans sa séance, c'était quelqu'un qui était en train de presque mourir, Mm. mourir de colère et que euh, qu'en fait, le fait de pouvoir voir, de pouvoir voir ça voilà, de façon totalement Ouais. différente, Ouais. ça lui a permis, quand elle est revenue, de commencer à intégrer les choses. Et puis, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi comme témoignage, comment aussi, bon, on parlait tout à l'heure aussi de réalité parallèle ou de vie parallèle, comment on peut, je sais pas Mm. ce que vous pensez de ça et comment vous voyez Oui, ça. c'est-à-dire que là, dans l'histoire qu'elle raconte, c'est très Mm. net.
Ouais, qu'il y a une influence ou une c'est reliance ça. entre ces deux existences qui semblent Mm. complètement autres l'une de Ouais, l'autre, quoi, et où l'identité n'a rien à voir. Enfin, c'est ça. et pourtant, c'est l'expression de quelque chose d'elle. Mm. Alors, c'est difficile hein, de décrire ça, mais c'est Mm. l'expression, c'est l'extension il y a des gens qui vont dire le mot âme. Euh, Mhm. on peut dire le soi supérieur ou Mm. une forme de champ de conscience qui réunit toutes les expériences d'une étincelle de conscience Mhm. unique et Mm. très, très singulière, voilà, on va dire. Mhm. Et donc, elle s'exprime à un moment dans, je crois que c'est même pas une personne, je me demande si c'est pas qu'elle conscientise qu'elle est comme presque une genre de dauphin, ou il me semble que Oui, c'est ça, je ne rappelle plus oui. trop. Oui, Ouais. je crois qu'il y avait une fleur, il y avait un dauphin, une baleine, ou oui, Voilà, ouais, ouais, c'est effectivement, on ça. était sur Et il me différentes semble fleurs. qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une très grande colère. Alors, je ne sais plus Ouais. exactement quelle est Mm. l'histoire. Bon, c'est dans le livre, hein, pour ceux qui Mm. veulent savoir. Ouais. Et, euh, et en fait, elle ressent de la colère dans sa vie, là, quand elle est Eugénie, puisque c'est Eugénie dont vous C'est ça. parlez. Et dans sa vie d'Eugénie, ben, elle comprend pas trop cette colère Mm. qui est si disproportionnée quand Mm. même. Et du coup, avec son expérience d'hypnose, elle comprend qu'en fait, c'est une colère qui appartient pas que à Eugénie, en fait, Mm. qui est aussi originée dans une autre histoire. Mm. C'est pas l'histoire d'Eugénie, c'est une autre. Mais Voilà, on n'empêche que rejoint. ces deux-là, comme s'il y avait un pont, je sais Ouais. pas, de résonance en tout Ouais. cas, qui, voilà, qui parle de la même chose. Bah là, on revient à l'arrière-plan de Jung, à quelque part, il y a l'inconscient collectif, et à quelque part à ce qui... et effectivement, ça lui permet d'accéder à une compréhension bah, beaucoup plus élevée de ce Mm, qui est en train de se jouer en fait dans sa petite vie. Et puis j'ai bien aimé aussi à un moment donné quand elle explique que finalement ça permet vraiment de recadrer à quelque part et de comprendre aussi que euh, bah, la personne contre qui on est en colère ou on a ses émotions, ou ça peut être d'autres émotions bien évidemment, finalement, on peut la voir comme quelqu'un qui va nous aider justement mm, à, à élargir les choses. Et puis, mm. et je crois que si on extrapole, elle disait que finalement, le pardon n'a même pas lieu d'être, parce Oui, c'est qu'effectivement, ça. Ouais. on est dans l'autre, on n'est pas séparés, donc l'autre est pas autre. L'autre est celui qui nous aime, mais Mm, voilà, nous aime autant que celui qui nous fait du mal à quelque part. mm. Donc ça, c'est C'est difficile à difficile comprendre. je pense que c'est difficile à C'est entendre. très difficile à Et entendre. vous êtes bien placé du coup pour pouvoir Exactement, comprendre ça parce qu'il y a tout un chemin d'évolution, exactement. d'intégration, de libération des émotions, des charges émotionnelles quand même, Mm, avant de pouvoir commencer à penser mm, ça. Parce que exactement. sinon, ça fait Ça me, très... même le pardon. Moi, Mm. ça me ramène à une interview, je me souviens que j'avais vue de Christiane Singer, où à un moment donné, elle parle elle parle du deuil, je crois. Et elle part assez rapidement dans cette idée voilà, on a des consciences élargies, etc. Et la journaliste qui l'interviewe lui dit, mais vous êtes d'accord que quelqu'un qui est en train de vivre le deuil, qui vient de perdre un enfant, il n'est pas en mesure d'entendre ça. Ben, c'est Et sûr. c'est tout à fait ça. Je veux dire, Tout à je crois fait. que c'est important aussi de prendre Et conscience oui, parce qu'en fait, qu'on est, il y a ces allers-retours. Mm, c'est ça, c'est tout mm, à fait ça. Et mm, quand on est incarné, mm, on vit des émotions. mm, C'est pas pour rien, elles ont un sens, ces émotions. mm, Les émotions, voilà, un deuil, c'est tout une palette énorme d'émotions qu'il faut laisser vivre en nous. mm, Parce que les émotions, c'est un peu des propulseurs. C'est un peu des façons de se propulser dans une évolution. mm. Et si on les réprime, on va freiner, on va rester bloqué. Et souvent, ça va être lourd de maintenir, même si c'est des émotions, parce que émotion, c'est pas que négatif, hein. Bien Des sûr. fois, enfin, négatif, c'est encore Oui. un jugement qu'on met dessus, parce Mm. que finalement, une émotion, c'est juste une C'est émotion. une Donc, information. Ouais. et ça, c'est de l'information ou de Mm. l'énergie, surtout. Il y a de C'est un l'énergie. champ, en Ouais. fait, c'est un champ électromagnétique, l'émotion. Mm. Vous pouvez vraiment imaginer Mm. un champ qui vous traverse, et quand il vous traverse, vous vous sentez d'une façon ou d'une autre. Mm. Et par exemple, la tristesse, moi, quand je ressens la tristesse, c'est comme si c'était une rivière boueuse qui me traverse comme ça. Puis on voit bien en ce moment hein, avec les inondations comment
ça va partout Mm. et en même temps, bah, on peut pas l'arrêter, quoi. Donc, Mm. il vaut mieux la laisser traverser et C'est puis ça. après, bon, alors quand l'émotion est passée, il y a une forme de soulagement, de légèreté qui peut s'installer, un nouvel espace. Et c'est vrai que l'état émotionnel, en fait, il est important à vivre à l'instant, au moment présent, et de laisser faire. En Mm. fait, il n'y a rien à faire d'autre. Faut pas Mm. avoir peur de Mm. nos émotions. On est très conditionné quand même à maîtriser, à contrôler. Et c'est pour ça qu'on parle de régulation émotionnelle. La régulation, ça veut dire que on la laisse faire, mais Mm. pas n'importe comment. Mm. On apprend un peu comme si on mettait un petit canal comme ça, Mm. euh, un contenant, et puis on va la laisser traverser. Mais euh, ouais, c'est essentiel vraiment je sais plus pourquoi on en est arrivé à parler d'émotion. On parlait Oui, de. ben, on était sur l'hypnose régressive, sur le Ah fait oui, de se ouais. dire que finalement on peut, dans Ah ces oui, si. Ouais, on parlait de victimes et tout ça. c'est de victime, ouais. C'est-à-dire que effectivement, quand on vit une situation dans laquelle on vit quelque chose de terrible, douloureux, défractant, Mm. évidemment qu'on est une victime à ce moment-là. Vraiment. Défractant, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée aussi, alors si on va sur le terrain des violences sexuelles, etc., Voilà. il y a Ouais. cette partie de nous qui, quelque part, presque enfin, pas presque, se dissocie. Et d'ailleurs, dans le chamanisme, souvent, quand on va Mm. travailler sur des gros traumas comme ça, le chaman, il va quelque part, on parle de réintégration d'une partie Même de presque de l'âme, hein, recouvrement d'âme, de recouvrement d'âme. recouvrement. Ouais. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est la même chose, hein. Et Mm. c'est-à-dire que oui, voilà, il y a une forme de fragmentation, de Fermentation, ouais. dissociation d'une part de la personne qui est vraiment blessée, qui est vraiment euh, éloignée parce que si elle revient dans la structure globale, Mm. elle est trop douloureuse, elle est Mm. impossible à soutenir en fait. Ouais. Et la thérapie, elle va aider justement à aller de façon douce, le plus douce possible, Mm. retrouver cette Mm. charge émotionnelle qui est comme un kyste énorme, enfin voilà, un truc figé. Mm. Il y a des traumas qui viennent de loin, Mm. et de pouvoir doucement la recontacter Mm. pour pouvoir laisser l'émotion se vivre dans le corps Mm. physique, hein. Donc, c'est des sensations physiques, les C'est émotions, ça. c'est très Mm. concret. C'est Hein, ça. ça serre le cœur, ça serre la gorge, j'arrive plus à respirer, j'ai Mm. le ventre comme une machine à Mm. laver. Enfin, on a Mm. plein de sensations, des frissons, des tournis, des nausées, Mm. et on laisse faire, on laisse faire. Et c'est vrai que là, du coup, ça permet à ce moment-là de commencer à assouplir Mm. des espaces en soi. Et petit à petit, on va commencer à libérer ça. Quand l'émotion est libérée, ça c'est le travail qu'on fait en EMDR aussi. Mm. Quand l'émotion liée au trauma est libérée, et puis il y a tout des réseaux dysfonctionnels, c'est pas que une situation, ça va toucher d'autres situations dans la vie. Mm. À ce moment-là, c'est comme s'il restait, le souvenir va rester, on va pas oublier. L'histoire existe toujours, ce que vous avez vécu Partie existe de. toujours dans votre histoire en tout cas, Mm. d'accord? Hein, Mm. parce qu'on Bien parle quand sûr. même d'une histoire. Mm. Et en même temps, ça n'empêche plus de vivre qui on est Mm. différemment. Mm. C'est plus quelque chose qui plombe. Mm. C'est plus quelque chose au quoi on va s'identifier et puis mettre ça comme un drapeau. Ça, je suis traumatisée et puis je m'identifie à ça toute ma vie. Non, il y a un moment, il y a une évolution possible. Mais c'est vrai que tant qu'on est dedans, c'est très dur à imaginer. Mm. Très dur à imaginer. On se dit jamais, je m'en remettrai, jamais. Et la notion de résilience, elle passe aussi justement par les autres, par le fait d'aller chercher de l'aide et de trouver de l'aide. C'est pas une force intérieure où on va tout seul se débrouiller comme un héros et dépasser. Non, on a besoin des autres, on a besoin d'être en reliance, d'être soutenu, d'être cocooné, d'être pris dans les bras, d'être Très, très et important jusqu'à ce que voilà, ouais. Mm. ce fait de se dire j'accepte aussi d'aller voilà, je comprends que il y a quelque chose aussi que vous venez de dire là qui est important, enfin en tout cas moi dans ma compréhension aussi des choses ça a été ce travail nécessaire et cette descente dans le corps
Oui. Enfin, des livres comme le livre de Besser van der Kolk, Le corps Mhm. n'oublie jamais rien, Bah oui, etc. bah oui. Très important de comprendre bah, que ça, libérer un trauma, ça passe vraiment par, quelque part, bah, Ressentir. ressentir, Mm. repasser par ce corps. Si on reste que dans le mental, et donc là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on peut aussi partir parfois dans ce contournement Mm. spirituel parce que justement, bah, il empêche quelque part d'aller dans cette descente du corps. Moi, je sais qu'il y a quelques années, 3 ans à peu près, j'avais suivi un workshop avec Gabor Maté. Oui. Mm. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup le travail. Et puis ils étaient tous les deux. Il y avait lui et puis un autre, je me souviens plus du nom de l'autre personne qui était un enseignant spirituel. Mhm. L'enseignant spirituel disait bah, que les élèves qui arrivaient dans ces enseignements, enfin pour suivre ces enseignements, quand ils sentaient qu'il y avait des gros traumas, en fait, il leur demandait vraiment Mm. d'abord d'aller travailler. Et Mm. travailler le trauma parce que effectivement, bah, de toute façon, disait quand euh, quand une certaine intégration n'est pas faite déjà, de toute façon, voilà, ça va être compliqué. Bah, c'est compliqué parce que ça teinte vraiment la perception, Mm, ça filtre totalement la perception. On c'est ne ça. peut pas voir le monde pareil Mm, quand on est pris dans des charges émotionnelles et des émotions comme, je sais pas, de la colère, mm, de la terreur, du mm, ressentiment, des émotions profondes comme ça, mm, intenses, mm. mais je les vois un peu comme du plomb, quoi, des choses Ouais, qui, et c'est un peu une forme d'alchimie. Alors, si on va mm, sur l'alchimie, moi j'aime bien ouais, de transformer le plomb en or, en lumière, mm. de ramener ça avec tout un process, quoi, tout un. Ça se fait pas comme ça. Du jour au Peut-être, lendemain. peut-être que Ouais, je me trompe. Peut-être ouais, ouais. qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, puis Ah bah ils passent. on voit bien qu'avec l'EMI, c'est possible. Qu'effectivement, il y a vraiment, Exactement. à un Voilà. moment Je donné, un voudrais pas switch. fermer forcément sur l'idée que c'est un chemin difficile, Oui, oui, bien sûr. Ouais. parce que c'est pas forcément toujours C'est pas vrai. forcément le cas, Voilà. c'est vrai. Il y a Ouais. ces moments de grâce aussi parfois Aussi. qui, Ouais. à Ouais. un moment donné, nous permettent, en tout cas, même si ça s'incarne pas au quotidien et si ça s'intègre pas au quotidien, savoir que ça existe. Et je trouve que savoir que ça existe, moi personnellement, voilà, j'ai vécu parfois ces moments d'ouverture qui ensuite se sont vite Oui, refermés. voilà, voilà. Oui, Bah oui, parce qu'on est repris par la ouais. structure. Mm, Euh, C'est-à-dire que je crois vraiment, et c'est quelque chose qui en ce moment m'anime beaucoup, et je m'ouvre à ça, et je crois qu'on en avait parlé ensemble, mm, notamment avec Laurent Lévy, mm, sur cette idée mm, que on se raconte une histoire, d'accord? Enfin, on se raconte, c'est pas conscient, hein, mais bien on sûr. a une histoire, voilà, on Mm, s'identifie à une histoire avec mm. notre histoire Le d'enfance moi. Mm, jusqu'à maintenant, le moi, le mm, petit moi. mm, Mais la conscience, elle vient, c'est comme si elle mettait le costume de cette histoire. mhm, Notre conscience qui mm, est hors histoire, voilà, on va mm, dire ça. mm. Il n'y a pas d'histoire. La conscience en Conscience elle-même, avec un grand C. voilà, c'est pas une Ouais. histoire. Mais même la petite conscience que nous sommes, Mm, l'extension de la grande conscience que mm, nous sommes, à l'origine de ce qu'elle est, elle n'a pas d'histoire. mm, Elle a peut-être mm, une infinité d'expériences, donc mm, des milliers, milliers d'histoires, mm, mais là, elle vient expérimenter un personnage qui a une histoire. mm, Maintenant, ce que je commence à ouvrir, c'est que on n'est pas obligé de rester coincé dans cette histoire. C'est assez fou parce que c'est quelque chose qui est difficile de se dire, mais en fait, si je veux, mm, notamment par mon imaginaire, qui est quand même un mm, outil assez extraordinaire qu'on mm, n'utilise peut-être pas assez, mm, je peux commencer à me dire, ça m'intéresse plus de vivre cette histoire de mon trauma, de tout ce mm, qu'on veut, et de dire en fait, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui de vivre? C'est quelle mm, histoire que j'ai envie de me mm, raconter? Dans quel mm, état d'esprit, peut-être mm, j'ai envie d'entrer? Et que c'est pas quelque chose que je subis. Je peux avoir une certaine maîtrise. Je peux commencer à me dire, ah, mais et en fait, l'outil pour rentrer dans une autre ligne ou une autre mm, histoire, c'est l'intérêt, c'est l'attention. Qu'est-ce qui mm. m'intéresse? Vers quoi je mets mon Sur attention? quoi je porte mon regard et ouais. Voilà, mon Mm. regard. Et Parler du regard. si on parle de conscience, tout à Attention. l'heure, on parlait de définition, puis finalement, on a Oui. fini finalement. Mais on peut le faire Ouais. maintenant, c'est-à-dire que Ouais. dans ma façon de le percevoir et de Mm, le comprendre, la conscience, justement, c'est un regard. mm,
Un regard, ça n'a pas de forme, Mm, ça n'a pas de, mm, de consistance particulière, mais c'est à regarder. Et un regard, en fait, qu'est-ce qu'on met dedans? Comment il vibre ce regard? mm, Et on parlait de regard joyeux, de mm, regard d'amour, de mm, regard, ou alors un regard jugeant, un regard mm, qui voudrait faire entrer tout dans sa mm, façon de voir, justement, mm, façon de voir, on dit, mm, mm, quelle est la vision, mm, Donc, un regard qui va à la fois, c'est un regard créateur, en fait. c'est ça. Et là où on rentre dans D'artiste, voilà, on d'artiste regarde. et de créateur. Ouais. Et on peut avoir soi-même Mm, un regard créateur sur sa propre vie. mm, Donc là, on commence à ouvrir sur de la liberté, mm, de choisir, encore un concept très important, mm, de choisir le choix, qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie? Qu'est-ce mm, qui m'intéresse vraiment? mm. Super, Et super là, intéressant. Bah mmh, oui, ça, effectivement, ça ouvre les choses complètement. Euh, à la fin de votre livre, donc Expérience de conscience élargie, hop, hop, vous dites que vous avez ressenti une joie porteuse, donc un enthousiasme, un réel enthousiasme. Donc chacun a sa propre voie d'accès à cette source. On peut parler de source aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé de conscience, il y a oui, plein de on met mots sur le différents qu'on oui, peut quelque part parler, parler d'étincelles tout à l'heure. On part du principe il y a effectivement une grande étincelle ou une grande source et qu'on est tous effectivement des petites étincelles de cette source-là. Donc on est des manifestations parcellaires, je crois que c'est le mot que vous aviez utilisé, momentanées et oui, en semblant plus. Mmh dissociées en fait effectivement de ce grand esprit. mh. Et vous dites c'est un jeu de fertilisation permanent avec la grande et la petite conscience des allées et venues entre les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Donc en tout cas, moi j'ai envie de terminer cet échange. Je crois qu'on est à peu près au bout déjà. Mmh. Ouais, Oui, oui. on a passé 1 heure. Mmh. En vous remerciant infiniment d'avoir planté en fait et semé ces graines Mmh. dans l'esprit, dans le cœur, dans le Mmh. regard de chaque auditeur. Et puis, je termine souvent aussi les podcasts par cette petite question. Si vous deviez écrire un prochain livre, peut-être qu'il est déjà d'ailleurs Mmh. en réflexion, et si vous deviez imaginer avoir une campagne de pub, alors là, on va dans le sombre, dans le métro. Il y a les Mmh. couloirs du métro parisien où il n'y a pas Mmh. grande lumière et Mmh. qui aurait à côté comme ça une phrase d'accroche avec à côté du livre, à côté du titre. Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message à ces gens qui passent comme ça tous les jours, parfois voient sans réellement voir et peut-être qui pourraient Ah oui, parfois... dans le métro, ce serait intéressant de. Alors, ce qui me vient comme ça, vraiment, c'est vous êtes un parcours. Hmm. Vous êtes un parcours. Ouais. Ouais. Et peut-être, alors pour l'instant, c'est vraiment, vraiment un embryon. Hmm. Et c'est vraiment le mot qui va bien, Hmm. parce que je suis en contact avec une personne que j'ai rencontrée pareil de façon assez synchronistique, on va dire, et Hmm. on match super bien. Hmm. Et peut-être, je ne sais pas, on va voir, mais faire un livre sur justement l'expérience de l'accouchement, de la naissance Hmm. et le parallèle avec l'accouchement et la naissance de soi, en fait. Ouais. Et c'est une dame qui est gynécologue obstétricienne, Hmm. donc qui est en France, Hmm. hein, et qui, elles sont rares, est très ouverte à toutes Hmm. ces notions de Hmm. transpersonnalité, et cetera, Hmm. qui a elle-même vécu des choses et qui, quand elle accompagne les femmes dans la naissance de leur enfant, est totalement là-dedans, quoi, en fait. Bien Donc sûr. Là, on est sur voilà, on a discuté, peut-être on va avoir ce projet-là, mais sinon ce sera peut-être dans des échanges comme on fait Hmm. là. Hmm. On verra, on verra. Ok, Mais en tout donc cas, il y avait eu l'idée peut-être d'un livre, donc on verra. comment la naissance et finalement on renaît à nous Exactement. En fait, à chaque tout est fois. naissance et mort très régulière. Enfin, je veux dire, Exactement. voilà, c'est un peu là-dessus parce que moi, c'est vrai ce qui m'a animée beaucoup dans les livres que j'ai partagés avec Olivier Chambon Hmm. et même les expériences de conscience élargie, c'est ces passages d'un état à l'autre Hmm. et la naissance est un passage. Hmm.
c'est comme si on mourait d'un côté pour Mmh, arriver dans cet univers mmh, et peut-être une mort dans un univers, c'est toujours, une naissance dans un autre. c'est ça. Voilà, On retrouve ça dans votre livre quand on parle d'entre-deux-vies et que finalement, en fait, exactement. tout ça, on est Voilà. dans Oui, quelque chose complètement. qui Ouais. continue et Mmh. qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Donc, envisager effectivement la vie et notre incarnation de cette façon-là, bien évidemment, ça ouvre Ouais. beaucoup de champs de possibles. Mm. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Odile, pour ce super moment d'échange. Et puis, je rappelle donc votre livre aussi, Expérience de conscience élargie, hop, en attendant le prochain. Voilà. Et super, je précise aussi qu'il y a une petite bibliographie derrière qui est très Oui. intéressante, Mmh. voilà, je regardais encore ce matin, où on est sur effectivement des ouvrages classifiés en plus en fonction Mmh. des EMI, en fonction du chamanisme, les Mmh hypnoses mh. de régression, médiumnité, etc. Bon, il y en a certains que j'ai lus. Mmh. Très bien, Donc ouais. voilà, super intéressant. Merci beaucoup Bah, et merci à puis, vous, hein. C'était super. J'avais bien merci apprécié beaucoup. cette heure avec vous. À Merci bientôt. Marie-Hélène. À bientôt. Merci. Au revoir.